Hello, bienvenue dans le second épisode de Biz Mama, la série de Biz & Bibs où je parle en solo à mon micro sur des sujets qui sont épineux, importants pour la vie des parents entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je n'aime pas du tout, mais qui est indispensable à la fois quand t'es maman, papa ou entrepreneur, c'est les finances. Et notamment ce côté charge mentale financière. Tu sais ce que je veux dire, non ? Cette peur de manquer d'argent, cette peur de ne pas avoir assez de trésorerie pour investir dans son business, cette peur d'être un peu ric-rac à la fin du mois, cette peur de ne pas avoir de stabilité financière à cause de notre activité. Tout ça, c'est des choses que j'ai vécues et dont je vais te parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te parler de mon vécu en tant qu'entrepreneur et maman, comment j'ai foiré mon retour de congé maternité et comment ça m'a amené une charge mentale financière énorme avec notamment de la précarité, on va pas se le cacher. Mais du coup, ce que j'en ai appris, la réalité du terrain et mes conseils pour ne pas retourner dans ce que j'ai pu faire, les mauvaises choses que j'ai pu faire, et pour que vous aussi, vous puissiez avoir des bonnes clés pour vous en sortir, vous libérer un petit peu de cette charge mentale financière. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais te raconter ma propre vie, mon propre ressenti, mon propre vécu de ces finances, de cette charge mentale financière et de comment je m'en sors aujourd'hui en tant que maman et entrepreneur. Au niveau études, j'ai fait un parcours littéraire, donc ne nous le cachons pas, les maths, j'y arrivais, mais c'était pas du tout ma matière préférée. Et du coup, je n'ai pas suivi, par exemple, de cours d'économie. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'au lycée, on intègre cours de gestion d'impôts, cours de gestion de ses finances. Enfin, c'est des choses qui manquent cruellement, je pense, au système éducatif aujourd'hui. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu du tout ces cours-là. J'ai eu des cours très, très littéraires dès le lycée. Et ensuite, pendant toutes mes études supérieures, j'ai quand même un petit peu abordé l'entrepreneuriat dans mon master de communication et médias, mais c'était plus sous l'angle créer une entreprise fictive, créer un média. Donc oui, des fois, il fallait faire des business plans, etc. Mais c'était des trucs vraiment bâclés et c'était pas du tout un prévisionnel sur 3 à 5 ans. Enfin, des choses qu'aujourd'hui m'auraient énormément servi en tant qu'entrepreneur, mais aussi maman. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que salariée et je dois le dire, je suis fière, j'étais assez sérieuse au niveau de mes dépenses. Je devais payer mon loyer, je devais payer mes courses. J'étais toute seule au début de ma vie de salariée à tout assumer financièrement. Donc oui, j'avais quand même un petit peu d'aide de mes parents, notamment pour le loyer, mais je m'en sortais plutôt bien dans la gestion de mes dépenses. Et en 2019, je suis devenue entrepreneur, je suis devenue indépendante. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. Déjà, je me suis très vite rendu compte qu'il me manquait tout cet aspect prévisionnel, vraiment vision à long terme de mes finances, avec des tableaux Excel, anticiper ce qui allait rentrer, ce qui allait sortir. J'ai eu des frayeurs, j'ai eu des premiers mois qui pouvaient être un petit peu hasardeux, mais au final, au tout début de ma vie de jeune freelance, je m'en suis pas trop mal sortie parce qu'on était en plein Covid. Oui, j'ai eu la bonne idée de me lancer à 100% en freelance en mars 2020. Et donc, il n'y avait pas de dépenses. Pendant 3 mois, il n'y avait pas de dépenses. Et puis après, ça a été assez progressif quand même, le retour à la vie normale. Donc, au début, j'avais quand même principalement des rentrées d'argent. J'avais très peu de dépenses. Bon, ça m'a plus ou moins aidé pour rentrer de façon plus souple dans la vie d'entrepreneur. Mais c'est vrai que déjà, dès le début, cette question d'instabilité financière m'a énormément préoccupée. Et puis, le temps a passé et j'ai grandi. J'ai fait des gros projets et là, ma vigilance a un peu baissé. J'ai voyagé, j'ai fait des gros voyages en digital nomade autour du monde. Donc, ces gros voyages-là, c'est facile, 5 000, 6 000 euros à chaque fois qu'ils sortent, puisque je voyageais sur 3 mois, sur 2 mois, 1 mois, et puis je suis partie loin. Je suis partie à Dubaï, je suis partie au Maroc, à La Réunion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en ai fait un podcast qui s'appelle Tout plaquer pour voyager. C'est encore disponible sur les plateformes d'écoute. C'est mon journal de bord audio où je t'emmène avec moi dans mes voyages. Donc, t'écoutes quand j'embarque dans l'avion, quand j'atterris à La Réunion, quand je galère avec mes calls clients à La Réunion et comment je combine cette vie de freelance et de digital nomade. Bon, parenthèse fermée, le but n'est pas de faire la promotion de mon ancien podcast, mais voilà, si jamais ça t'intéresse, sache que ça existe. Et donc, en plus de ces voyages, j'ai aussi investi dans un terrain. J'ai acheté un terrain où j'ai construit une tiny house près de Barcelone. Donc voilà, gros investissement financier, immobilier, ou en tout cas la terre. Et là, j'ai commencé à avoir des vraies dépenses d'adulte, donc aux alentours de 25 ans. Mais j'avais pas encore d'enfants.
Et là, j'ai commencé déjà à sentir que, waouh, il allait falloir être vachement prévoyante si je voulais avoir des projets long terme, des projets de vie, sortir des grosses sorties d'argent, mais continuer d'être indépendante entrepreneur avec l'instabilité que ça supposait. Parce que à cette époque-là, je n'avais toujours pas de rentrée d'argent fixe. À un moment, je me suis quand même mis en agence avec mon mari et donc on se versait un salaire. Mais bon, on a dû ajuster parfois le salaire en fonction des rentrées d'argent qu'on avait. C'est fou en tout cas comme l'argent a un rapport et une emprise, je dirais même émotionnelle sur nous. Moi, il y a des moments où j'avais peur d'ouvrir mon application bancaire, j'avais peur de regarder mes comptes, j'avais peur de regarder ma trésorerie, j'avais peur de regarder mon prévisionnel. Et moi, j'ai reçu d'ailleurs un message sur Instagram parce que quand j'ai planifié cet épisode, je vous ai demandé, et vous, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ? Et un des messages que j'ai reçu, c'était « Je suis complexée sur le sujet ». Je n'ai pas assez d'espace mental pour me pencher sur le sujet. Je sais que c'est complexe, je sais qu'il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir, mais je me sens pas légitime. Et du coup, je culpabilise et j'en ai même peur. Et c'est vraiment... Enfin, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, c'est que de l'argent. Et pourtant, l'argent, c'est ce qui régit quand même principalement notre vie. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un niveau de vie qui soit plaisant ou qui soit difficile. Et encore plus quand on est parent, je trouve qu'on a une responsabilité qui est d'un coup énorme. La maternité, elle a fait exploser ma charge mentale et mes dépenses. Parce que tu le sais, quand tu as un bébé, tu as énormément d'investissements à faire en termes d'équipement avant son arrivée. Le lit à barreaux, le cododo, le siège auto, la poussette. Et à chaque fois, on est sur des budgets à 500 € minimum pour chaque objet. Donc c'est quand même un gros budget. Quand tu es entrepreneur, que tu n'as pas forcément énormément d'économies, de trésorerie, ça peut être très dur à sortir ces budgets-là. Alors oui, heureusement, il existe la seconde main et aussi il existe l'entourage. Moi, dans mon cas, j'ai eu une chance exceptionnelle. Le meilleur ami de mon mari, il nous a donné le siège auto, le lit à barreaux, la commode de change. Donc on a eu déjà plein de matériel qui était en très bon état, dans lequel on n'a pas dû investir. On a dû que acheter le cododo, la poussette, qui était quand même à plus de 800 € si je me souviens bien. Donc ça reste quand même un budget. Et moi, à l'époque, ma situation, elle était déjà précaire. Pourquoi ? Parce que j'ai pas fait les bons choix, tout simplement. J'en parle dans l'épisode 27 du podcast Biz and Bibs, quand je raconte mon histoire, comment est-ce que je me suis reconvertie à la naissance de mon fils et j'ai lancé le podcast Biz and Bibs. Mais moi, typiquement, j'ai pas pris les bons choix. Quand j'étais enceinte, j'ai décidé d'arrêter tous mes clients, d'arrêter tous mes contrats clients parce que je me sentais bloquée dans ce que je faisais, dans les missions. Je tournais en rond, je m'ennuyais profondément. Et ça faisait des années que j'avais ce ressenti-là, mais que je n'osais pas sortir de cette situation-là. Je me suis dit, allez, la maternité, ça va être une excuse pour faire table rase, me sortir de tout ça, repenser ce que je veux faire et aller de l'avant. Sauf que j'avais pas forcément tout anticipé. Déjà, j'ai été arrêtée avant la fin de mon congé maternité pour des raisons de sciatique, de problèmes de dos qui étaient quand même très douloureux et qui m'empêchaient de bosser convenablement. Donc moi qui avais anticipé quand même 2 mois de plus pour bosser et économiser, ça s'est pas passé comme ça. J'ai dû arrêter de travailler. Et ensuite, je n'avais aucun contrat client qui reprenait après mon congé maternité. En Espagne, donc j'étais entrepreneur en Espagne. À l'époque, le congé maternité, par rapport à ma situation, j'étais payée 34 € par jour. Ça fait 1 000 € par mois. T'essayes un peu de calculer. Quand tu dois payer une poussette à presque 1 000 €, un siège auto à 500 €, les 1 000 € par mois, ils couvrent rien. Parce que tu as aussi à payer les dépenses du quotidien, des voyages, tu veux te faire plaisir. Quand tu es enceinte, tu dois acheter plein de vêtements pour toi, mais aussi pour ton futur bébé. Donc vraiment, c'est le pire moment pour être payé un SMIC. Alors comment je m'en suis sortie ? Déjà, sans l'aide de mon mari, j'aurais pas pu m'en sortir. Ça aurait été vraiment impossible. J'ai eu une chance incroyable qu'il m'aide par rapport à la gestion du foyer, et en tout cas l'investissement, les dépenses du foyer, l'équipement aussi pour notre bébé. Typiquement, c'est lui qui a acheté la poussette, c'est lui qui a acheté... Non, le cododo, on nous l'a offert. Mais oui, c'est lui qui a acheté la poussette, qui était un des plus gros équipements qui nous manquait. Il a acheté plein d'autres choses. Et moi, j'ai acheté le vêtement. Voilà, c'était notre deal. Si d'ailleurs, je pense au compte, j'ai peut-être dépensé 800 € en vêtements sur toute la première année. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à la naissance de mon fils, j'ai dû tout reconstruire
et vite. Donc oui, j'étais en congé maternité, je n'étais pas censée travailler, mais en fait, dans les faits, j'étais obligée parce que sinon, en plus, mon congé maternité s'arrêtait en juin. C'est un peu la pire période quand tu es entrepreneur. Personne ne veut t'embaucher en tant que freelance, surtout dans le marketing, en juin. Il y a l'été, tout le monde fait sa pause, tout le monde reprend à la rentrée, et moi, je ne pouvais pas me permettre de rester 2 mois sans toucher de salaire, sans rien toucher du tout en revenu. Alors, j'ai bossé. Avec mon fils à côté, dans son petit transat Baby Björn, moi complètement éclatée de sommeil, j'ai recréé des offres, j'ai prospecté, j'ai créé ce podcast, j'ai lancé la bande-annonce à 1 mois postpartum, j'ai lancé le premier épisode à 2 mois postpartum, j'ai lancé des premiers sponsoring l'été pour le podcast, j'ai lancé des consulting express, enfin, je me suis organisée. D'un côté, j'ai envie de dire, quand t'es maman, et que tu es dans une situation de précarité, que tu as un nouveau petit bébé à tes côtés, bah, je peux dire qu'il n'y a rien de mieux qui te donne la niaque. Enfin, je dis mieux, mais c'est pas du tout une situation idéale, hein, bien sûr. Mais en fait, il n'y a rien de plus fort pour te donner la niaque de dire, OK, bah là, en fait, j'ai la pression. J'ai un petit bébé à nourrir, j'ai une famille qui compte sur moi. Il faut que je me démène, en fait. Enfin, il faut que moi aussi, je ramène de l'argent. Tout ne peut pas reposer sur mon conjoint. Donc, ça a été une période, je dirais, à la fois très stimulante, mais aussi très difficile parce que c'était ultra stressant, en fait. Moi, j'étais dans le chamboulement du postpartum, mon corps qui... Enfin, c'est très, très difficile à décrire si on n'a pas vécu, mais quand on a accouché, moi, mon corps me semblait vide, mou. Enfin, c'était très, très dur pour moi de me réhabituer à ce corps-là. Mentalement, c'était une explosion d'émotions et pas forcément les plus agréables. Le manque de sommeil, apprendre à connaître un petit bébé, apprendre toi à te reconnaître parce que tu changes d'identité, ton mec change d'identité, en tout cas ton partenaire aussi. Donc, enfin, un gros chamboulement émotionnel, familial, de couple, personnel. Et en plus, eh bien, il y a cette instabilité financière qui en rajoute une couche. Bah, croyez-moi, c'était vraiment, vraiment pas simple. Aujourd'hui, je suis à 20 mois postpartum. J'aime bien dire ça. Je sais, ceux qui sont pas parents doivent se dire « Putain, ils sont chiants les parents, quand t'es en mois, etc. » Désolée. Mon fils a 1 an et 8 mois du coup. Mais en fait, moi, je me considère encore au postpartum parce que je dirais que c'est vraiment à ces 17 mois, donc 1 an et 5 mois quand même, que j'ai ressenti de nouveau une certaine stabilité. Et encore, c'est pas toujours simple, hein, parce que dans mon cas, en tout cas, avec le business model que j'ai, pour l'instant, c'est pas stable. Mais j'ai retrouvé un niveau qui était quand même suffisant, meilleur qu'avant mon congé maternité, qui est satisfaisant, que j'aimerais encore pousser. Ça, c'est une autre histoire, mais qui est assez pour me faire vivre, pour contribuer à l'équilibre du foyer. 1 an et 7 mois. C'est énorme. C'est énorme pour se remettre de ça. Pour se remettre d'un accouchement, d'un petit bébé. Et c'est malheureusement la réalité, en fait, quand on est maman, quand on est une femme. Parce qu'en fait, les finances, c'est pas juste une question de chiffres ou de budget, c'est une question de charge mentale invisible, énorme, qui pèse bien souvent sur les femmes. D'ailleurs, j'ai envie de te parler d'une théorie que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, enfin, que je connais depuis 1 an déjà, et qui me semble très forte, très intéressante. C'est la théorie des pots de yaourt. Est-ce que tu la connais ? Il y a une étude qui explique que dans les couples hétéros, c'est plus souvent les femmes qui s'occupent des dépenses du quotidien. Donc les courses alimentaires, les vêtements, les voyages, les fournitures, etc. Et c'est les hommes qui s'occupent des dépenses type investissement, achat immobilier, voiture, épargne, etc. En cas de divorce, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est souvent les femmes qui se retrouvent dans une situation de précarité. Pourquoi ? Parce que pendant tout ce temps, les hommes, ils ont investi. Alors oui, ils ont contribué au foyer, à l'équilibre du foyer, mais ils ont investi dans des choses qui duraient, qui prenaient de la valeur au fur et à mesure des années, qui pouvaient revendre s'il y avait séparation, ou pouvaient récupérer une partie de la valeur de leur investissement. Mais les femmes, elles investissent dans des choses qui sont périssables, je ne sais pas le bon terme. Et donc, c'est la théorie des pots de yaourt, c'est-à-dire que s'il y a une séparation et que les femmes n'ont investi que dans ces choses qui ne prennent pas de valeur, mais qui se consomment instantanément, dont les yaourts, eh bien, elles se retrouvent qu'avec les pots de yaourt vides.
Et ça, c'est une étude, mais c'est surtout une réalité, parce que les femmes, elles touchent en moyenne 24% de moins que les hommes en termes de salaire, mais quand c'est dans l'entrepreneuriat, ça peut être encore plus fort. Il y a un incubateur que j'aime beaucoup, qui est déjà passé à mon micro, au micro de Biz & Bibs, c'est Willa. C'est un incubateur qui soutient des projets menés par des femmes. Ils ont fait une étude récemment avec Harmonie Mutuelle sur la santé mentale des entrepreneurs. Et les résultats, ils sont quand même assez édifiants, mais aussi alarmants. 72% des fondateurs d'entreprises jugent leur état mental mauvais. Et ce chiffre montre à 75% chez les femmes. Leur principale source de stress, trouver des clients et rentrer de l'argent. Donc tu as vite compris la chose, quand tu es entrepreneur, déjà ta préoccupation principale, c'est de faire en sorte que ton business y tourne pour que tu puisses tout simplement avoir une vie, pour que tu puisses profiter de ta vie, payer ce que tu dois payer, mais aussi économiser pour ensuite investir ou tout claquer en voyage, qu'importe, mais en tout cas vivre ta vie comme tu l'entends. Mais quand tu deviens parent, parce que là on est dans Biz & Bibs, je peux te dire que la charge mentale financière, elle monte encore d'un cran. Parce que avoir des enfants, c'est aussi une avalanche de dépenses qui est imprévue et régulière. Parce que être parent, c'est une avalanche de dépenses qui est imprévue et qui est régulière. C'est la crèche, c'est ensuite les fournitures scolaires, c'est les voyages scolaires, c'est les couches quand tu as des bébés, le lait maternel, tous les petits pots, les repas en plus, les jouets, ensuite les consoles de jeux. La liste est longue, j'ai pas fini. Et donc là, t'es en train de te dire, putain, Estelle, tu fais un épisode super déprimant à écouter, là, où est-ce que tu veux en venir ? Bon, je pense que j'ai fait un bon portrait de ce que ça veut dire être parent entrepreneur, en tout cas en termes de charge mentale financière. C'est une charge mentale qui est invisible. Il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte quand on est en parent entrepreneur. Et dans cet épisode, j'ai envie quand même de te dire, ok, c'est pas facile, j'ai pas envie d'édulcorer la chose, parce qu'on l'a vu avec les chiffres précédents, il y a quand même beaucoup de gens qui restent préoccupés par leurs finances, par leur rentrée d'argent. Moi, avec cet épisode-là, j'ai envie de te faire un peu déculpabiliser pour te montrer que tous les entrepreneurs déjà n'ont pas leurs finances 100% contrôlées, moi la première, mais qu'il existe des solutions pour t'aider à te décharger quand même un petit peu de cette charge mentale financière et des choses que tu peux mettre en place aussi pour mieux anticiper. La première chose, si tu es enceinte actuellement et que tu es entrepreneur déjà et que tu es en train de te dire comment est-ce que je vais faire pour gérer mon business après l'arrivée de bébé, eh bien c'est la formation grossesse d'entrepreneur de Solène Pignet. Ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste une amie, Solène, qui est passée sur le podcast. Je suis passée dans le sien. C'est elle aussi une maman qui était entrepreneur. Elle est tombée enceinte, mais surtout elle a une grossesse très très compliquée à gérer. Et du coup, elle s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour rebondir après cette grossesse et après mon accouchement pour continuer mon business. Et dans cette réflexion, eh bien, elle a créé son propre produit, sa propre solution pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent continuer leur activité après leur grossesse ou même se reconvertir un petit peu. Mais du coup, c'est comment est-ce que je vais faire pour m'organiser pendant ma grossesse pour ne pas avoir de trous, justement, comme moi j'ai eu pendant son congé maternité et après. Donc, elle a accompagné déjà plus d'une centaine de femmes, il me semble. Elle a toute une formation qui est prévue à ce sujet et apparemment, les retours sont quand même assez positifs. Elle a vraiment aidé des femmes dans tout secteur à bien gérer leur grossesse. Je trouve que ça, déjà, c'est un bon moyen d'enlever de la charge mentale quand on est enceinte, parce que clairement, on n'a pas envie de se préoccuper de ses finances quand on est enceinte, qu'on est en train de faire grandir un petit bébé dans son ventre. Moi, personnellement, mon histoire en témoigne. Je voulais tellement pas m'en occuper que j'ai tout envoyé bouler. Bon, ce n'est pas la solution. Mais allez voir Solène, du coup, si c'est votre cas et que vous avez envie de vous décharger un petit peu de cette charge mentale déjà pendant votre grossesse. Second tips, si vous êtes, que vous soyez enceinte ou non d'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, c'est un tips qui est bon à prendre, c'est l'outil de facturation en ligne Time. Alors cette partie, oui, est sponsorisée par Time, mais vous le savez, c'est mon partenaire de confiance depuis des mois déjà. C'est tout simplement une plateforme de facturation en ligne qui vous permet de faire vos factures, vos devis, mais aussi de suivre toute votre trésorerie, de brancher votre compte professionnel
Et quand on est entrepreneur, avoir une vision globale de ses dépenses, ça évite de s'éparpiller dans des tableaux Excel, d'oublier des choses, de ne pas faire de follow-up en cas d'impayé. C'est quelque chose qui permet vraiment déjà d'enlever un petit peu ce stress administratif, j'ai envie de dire, puisque avec cette plateforme, le suivi est simplifié et puis vous pouvez même donner les accès à votre expert comptable et il se charge de tout pour vous. Donc c'est pour moi un super outil déjà quand on parle de charge mentale financière, et bien pour s'en décharger. Un autre conseil qui va du coup de pair avec cette solution, ou en tout cas quelle que soit la solution que vous adoptiez, c'est vraiment de suivre son budget de près. Et ça, c'est valable que vous soyez entrepreneur ou non. Parce qu'en fait, quand on est parent, on a tellement de dépenses. Et surtout, on a aussi des envies de dépenses. Enfin, là, je parle de dépenses comme si c'était un mauvais truc. Mais on peut aussi rêver d'un voyage aux États-Unis, un road trip avec ses enfants aux États-Unis. C'est un super voyage. Mais oui, ça va coûter cher. Et dans ces cas-là, si on veut le réaliser, faut un petit peu planifier niveau économie et niveau sous. Donc, suivez votre budget de près. Alors, aujourd'hui, il existe plein d'outils pour le faire. Moi, j'utilise Excel, mais je sais qu'il existe plein d'applications pour le faire. D'ailleurs, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Moi, on m'a recommandé il n'y a pas longtemps You Need a Budget. Bon, je n'ai pas encore creusé cette application-là, mais j'ai vu qu'elle était payante. Mais apparemment, c'est une des meilleures du marché pour le faire. Choisissez le format qui vous convient. Il y en a qui utilisent Notion aussi. Mais vraiment, le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, quand on est parent et quand on est entrepreneur, c'est de bien savoir suivre son budget. En tout cas, savoir combien il nous reste. Faire un bon prévisionnel, ça nous évite des sueurs froides, ça nous évite des galères, des complications. Et surtout, je pense que ça nous enlève déjà un petit peu de charge mentale, de se dire, bon, ce côté-là, au moins, il est contrôlé. Ok, c'est chiant de le faire, tu vois, peut-être une fois par mois. Mais une fois que c'est fait, c'est rayé ta to-do, et ça roule, quoi. Et le dernier conseil que je te donnerais, si tu es entrepreneur, cette fois, le côté plutôt bise, ce serait de te fixer un revenu mensuel minimum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te verses un salaire, mais c'est-à-dire que tu dois un petit peu avoir tes alertes, tes alarmes qui sonnent si tu touches moins de X par mois. Parce que tu sais que si tu touches moins de X par mois, le revenu que tu t'es fixé, et là, tu vas avoir du mal à gérer tes dépenses et à gérer aussi tout simplement la vie personnelle que tu veux mener. Et ça, c'est pas mal parce que ça te permet déjà de savoir combien tu dois générer par mois. Si tu as des mois où tu factures exceptionnellement beaucoup, tu peux aussi lisser sur les mois à venir pour voir, ok, là, toute cette réseau, je vais pas la brûler d'un coup, mais du coup, ça va sûrement m'aider pour les mois à venir qui vont peut-être être un peu creux. Enfin, on le sait, quand on est entrepreneur, les mois, c'est souvent comme ça parce qu'il y a des grosses périodes de rush, la fin d'année, le début de l'année. Il y a aussi des mois, mai, c'est un gros mois, mais ensuite, dès le mois de juin jusqu'à septembre, c'est mort, quoi. Donc, essaye de te fixer un revenu minimum. Moi, je sais que c'est aux alentours. Si vraiment, vraiment, j'aimerais être honnête, le mieux que je pourrais faire pour vraiment payer toutes mes dépenses et vivre un super train de vie, ce serait 4 000 € minimum. Parce que bien sûr, sur ces 4 000 €, je paye ensuite des taxes. Donc, voilà, c'est un chiffre à avoir en tête et c'est tout bête, mais ça déjà, ça te permet d'avancer. Au moins, tu n'avances pas dans le noir, en fait, tu n'avances pas à tâtons dans la gestion de tes finances et ça te permet de savoir si ce que tu touches actuellement, c'est assez pour vivre ton train de vie sereinement, avec plaisir, avec joie, avec des activités que tu aimes, des choses que tu peux faire seul avec tes enfants, avec ton partenaire, sans te priver. Et ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est une leçon pour les parents, qu'ils soient entrepreneurs ou non. Ces 4 conseils, si je devais récapituler, ce serait un petit peu mes indispensables pour se décharger un petit peu de cette charge mentale financière que j'ai évoquée dans cet épisode-là. Donc, si je récapitule, c'est anticiper, surtout quand on est enceinte, avoir des outils qui nous conviennent pour gérer notre facturation et notre trésorerie et notre budget quand on est entrepreneur. Avoir un suivi qui soit régulier et se fixer un revenu minimum. Voilà, si je devais donner des conseils à ma
humble manière, ce serait ceci. Si tu en as d'autres, je suis preneuse. Tu peux me les laisser en commentaire de cet épisode, que tu m'écoutes sur YouTube, Spotify, Acast ou Deezer. Et peut-être que ça pourra m'inspirer un autre épisode. Pour terminer sur ce sujet qui n'est pas évident à aborder, voilà, je ne suis pas une coach financière. Je n'ai pas de diplôme en économie. Je suis juste, entre guillemets, une entrepreneur depuis 6 ans. J'ai eu des grosses galères financières. J'ai eu des grosses frayeurs. J'ai aussi eu des grosses rentrées d'argent. Et toute cette expérience-là, j'ai voulu la partager avec toi aujourd'hui, avec mon retour d'expérience d'entrepreneur et de maman, qui, du coup, depuis 1 an et demi, voit à quel point ce côté-là s'est exacerbé quand je suis devenue maman, cette pression de faire du chiffre. J'avais envie de te partager un épisode qui puisse te donner un retour d'expérience qui soit vrai et qui soit pas en mode coach, prends ma formation, qui soit plutôt authentique, qui te partage donc des ressources aussi que tu pourrais utiliser. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je reste ouverte à tes suggestions. Si je devais résumer ce sujet de la charge mentale financière, c'est que c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Et malheureusement, elle est genrée, elle est systémique, mais on peut reprendre un peu de contrôle. Apprendre à parler d'argent, à anticiper, à s'informer, c'est une façon de se libérer un petit peu de cette charge mentale financière et de se sentir plus légitime dans son rôle de parent et d'entrepreneur. En tout cas, c'est mon ressenti. Faire tout ça, c'est une façon de se réapproprier sa puissance, sa légitimité sur la gestion de ses finances et de se sentir plus légitime et plus solide, je trouve, dans son rôle de parent et d'entrepreneur. Parce qu'en réalité, la question financière, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de sérénité. Alors arrêtons de penser que pour être une bonne mère, je parle des mères parce que, comme j'ai mentionné dans cet épisode, c'est quand même nous qui sommes malheureusement les plus concernés par la précarité et les problèmes financiers. Et surtout, arrêtons de penser qu'être une bonne mère, c'est tout faire toute seule. Parce qu'il n'y a aucune honte à aller demander de l'aide, s'autoriser à déléguer, au contraire, anticiper, partager la charge, c'est déjà un acte énorme de courage et de liberté. C'est la conclusion de cet épisode Biz Mama 2 sur la charge mentale financière. Sujet épineux, j'espère que la façon dont je l'ai abordé t'aura plu. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode, j'attends tes retours et tes commentaires. Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi quels sont les autres sujets que tu aimerais que je traite. Encore 1000 merci à Time, mon partenaire, pour soutenir mon travail, typiquement. Voilà, on parlait de money, d'argent, et de me permettre de créer ce contenu et de vous le livrer, de vous le partager. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, que tu regardes l'épisode en vidéo sur YouTube ou sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Je te retrouve mercredi pour un prochain épisode Biz & Bibs, une interview de parents entrepreneurs, et à dans 2 semaines pour un prochain Biz Mama. J'attends d'ailleurs tes idées de sujets dans les commentaires. Allez, ciao!